Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast À nous deux. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver, je suis en compagnie de Roxane. Coucou! On a décidé de parler d'un dessin animé / manga qu'on aime et qu'on adore depuis qu'on est toute petite et qu'on a découvert à cet âge-là. Et il s'agit du dessin animé Sailor Moon. Roxane, est-ce que tu serais ok du coup pour nous faire un petit résumé de c'est quoi un peu l'histoire de Sailor Moon? Alors avec grand plaisir. Déjà il faut savoir que Sailor Moon a été créé par une femme, donc assez important, Naoko Takeuchi, en 1992. Et aussi, chose très très importante, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la femme du créateur de Hunter x Hunter. Ah ouais? Oui, je savais pas. Absolument. Ok. Donc Hunter x Hunter est sorti bien après, mais quand même, c'est assez cool de dire qu'ils ont fait tous les deux un banger. De ouf. Et donc du coup, pour résumer un petit peu, parce que souvent on a l'image de Sailor Moon, c'est juste une guerrière qui fait des combats et puis elle est en petite jupe et c'est cool, alors qu'en vérité, l'histoire elle est assez compliquée, et quand on commence à s'y pencher, souvent on se dit non en fait trop compliqué. Voilà, donc je vais faire un petit résumé. Déjà de base, avant que l'histoire de Sailor Moon débute, on peut faire un petit topo sur la situation. On parle déjà de Queen Serenity qui règne sur le Silver Millennium, qui est donc dans le passé par rapport à l'histoire. Elle est donc, on va dire, la reine sur la Lune, et elle est entourée de toutes les Sailors. Pas toutes, parce qu'il n'y a pas Sailor Moon. Et sa fille, Princess Serenity, est amoureuse du prince Endymion, qui est donc le prince de la Terre. Un beau jour, il y a la sorcière Beryl qui veut absolument s'emparer du Silver Millennium, et du coup, il y a une énorme bataille qui éclate. Tout le monde meurt, sauf Queen Serenity qui arrive à survivre, et dans ses derniers instants, elle récupère toutes ses forces, et avec le cristal d'argent, elle ressuscite tout le monde, mais sur Terre, parce que du coup, la Lune est décimée. Et donc, l'histoire de Sailor Moon, c'est sur Terre. À un moment donné, le sceau de Beryl se casse, et du coup elle réapparaît et elle veut s'emparer de la Terre. Et quand le sceau se casse, Luna et Artemis, qui sont les conseillers de Queen Serenity, se réveillent et du coup partent à la recherche des Sailors pour pouvoir du coup combattre Queen Beryl. Enfin Queen Beryl, qui est la sorcière. Et reconstituer tout le groupe. Exactement, pour pouvoir sauver la Terre. Donc en gros ça parle de ça. Et il y a d'autres histoires de dimensions qui sont quand même importantes qui viennent par la suite, mais Sailor Moon, c'est le passé, le futur et le présent. Et le futur, du coup, c'est la réincarnation donc, de Princess Serenity, Sailor Moon, qui devient plus tard Neo Queen Serenity, et qui du coup aura une fille qui s'appelle Chibiusa et qui reviendra dans le présent. Bref. Ouais, non, c'est vrai que ça paraît très bordélique entre guillemets, parce que dès qu'il y a beaucoup de jeux de temporalité comme ça, c'est vrai qu'on peut se perdre très vite, faut un peu s'accrocher. C'est ça. Mais la base en gros, vraiment pour vulgariser et résumer à fond, c'est il s'est passé quelque chose dans le passé de très grave, tout a explosé, ça s'est réincarné sur Terre pour essayer de récupérer ce qui s'est passé dans le passé. Exactement. Pour la faire très courte, hein. C'est ça. Si on veut résumer, c'est ça. Et du coup, moi je sais que c'est un dessin animé qui a vraiment beaucoup marqué mon enfance. J'ai un peu grandi avec. Évidemment, quand j'étais petite, je comprenais rien. Enfin, pour moi, effectivement, c'était juste des jolies nanas super fortes et super badass qui combattaient le mal et tout. Il y avait des petites histoires d'amour. Elles avaient toute leur personnalité. Il y avait aussi le rapport avec les planètes et tout ça, l'espace, l'astral, quoi, en gros, qui était hyper attirant. Et en fait, en grandissant et à chaque strate, on va dire, de mon grandissement dans la vie, j'ai compris et appris de plus en plus de choses, et j'ai relu tous les mangas. Je devais avoir une 20aine d'années parce qu'ils avaient tous été réédités chez Pika. Exactement. Chez Pika Éditions, et en plus les éditions étaient grave belles. Magnifique. Et j'en ai profité pour relire une bonne grosse partie. Et du coup j'étais en mode mais what the fuck. C'est pas du tout l'histoire de mon enfance. Non, c'est ça. J'étais en mode mais waouh, mais en fait il y a tellement de choses. En fait, déjà, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que l'animé qu'on regardait à la télé quand on était petite,
c'est quand même pas tout à fait la même version que les premiers mangas. Ouais, il y a eu un peu une adaptation. C'était censuré. Voilà. Clairement, il y avait beaucoup de censure. Exactement, il y avait beaucoup de censure, surtout chez nous. Et du coup, c'est vrai que déjà de base, quand tu regardes le manga, il y a plein de passages qui sont hyper violents, avec beaucoup de sang. Enfin, c'est genre... l'histoire, elle est quand même hyper tragique. Et quand tu regardes l'animé, c'est quand même un peu édulcoré. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on se souvenait pas exactement de tout, de quoi... Et qu'on pouvait pas avoir tous les tenants et aboutissants non plus. Absolument, parce que je crois pas qu'à 5 ans, je me dis « Ah ouais, c'est Neo Queen Serenity qui est donc dans le futur, parce qu'en fait... » Impossible. Impossible. Mais maintenant qu'on a absolument tous les tenants et aboutissants, c'est quand même une histoire de ouf, Sailor Moon. Déjà. Mais du coup, avec Roxane, on est amis depuis quelques temps maintenant, et le pseudo de Roxane sur les réseaux a le nom de Sailor. Donc très vite, j'ai compris que la nana, elle avait un petit mood de Sailor Moon, quoi. Un tout petit peu fan, légèrement. Et que ça soit elle comme moi, en plus on a des tatouages en référence avec cet univers-là. Et du coup, on en a très vite évidemment parlé. Et un des premiers trucs qui nous est venu, c'est de dire que vraiment c'est un dessin animé qui a cassé les codes en fait. Que ça soit quand on était petite, mais aussi en grandissant, comme je l'ai expliqué, où on a découvert et compris beaucoup plus de choses. Qu'on a pris pour modèle du coup, et en tout cas pour ma part. Et du coup on s'est dit, mais oui, alors déjà c'est des meufs et des nanas hyper fortes. Et pas fortes que dans le sens physique, hein, fortes aussi mentalement et dans la vie, etc. Il y a un vrai message féministe dans tout ça. Mais aussi parce que c'est un dessin animé qui a, pour son époque, représenté plein de choses et une diversité incroyable finalement. Il y avait plein de personnages différents, atypiques, qui étaient très bien construits dans ce que eux ils étaient. Enfin, je veux dire, dans toutes les nanas qui sont représentées dans ce dessin animé, elles ont toutes des caractéristiques bien particulières et qui représentent un sacré panel de ce qui peut exister dans la vie réelle finalement. Ouais, et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que tous les personnages sont hyper bien travaillés. En tout cas, plus on avance dans le manga et plus on a un petit peu des détails sur l'histoire de chaque perso avec aussi une partie sombre et du coup qui les rend hyper réels. Ouais, très donc très identifiable au final. En tout cas, moi à chaque fois je me suis dit que je me reconnaissais un petit peu dans chacune d'entre elles. Et ça, c'est aussi cool de voir ça plus tard, parce que quand t'es enfant, tu te reconnais pas dans les personnages forcément, ou en tout cas pas aussi profondément. Donc c'est aussi ça qui fait que même au fil des années, en grandissant, je continue à être ultra méga fan, et même peut-être plus que quand j'étais enfant. Ouais, parce qu'il y a plein de choses qui se sont soulevées, et comme tu le disais, les personnages sont... C'est pas lisse et simple en fait. Exactement. On se rend compte que y a aussi un panel d'émotions dans chacune, qu'on a nous-mêmes en fait. C'est pas parce que je suis triste, je suis en colère et en même temps je peux être très joyeuse et très sensible différemment. C'est pas parce que je pleure que je suis faible. Vraiment, moi c'est vraiment un dessin animé où ça m'a apporté beaucoup personnellement parce que je me suis reconnue dans beaucoup des personnages, tu vois, et ça m'a fait du bien. Et il y a aussi une grosse représentation de relations amoureuses, différentes. C'est un des premiers dessins animés, en tout cas à mes yeux, où il y avait une relation lesbienne qui était à demi-mot assumée, parce que dans la première version de quand on était enfant, c'était un peu spécial. On peut dire même, c'est véridique, c'est la première apparition de personnages LGBTQ dans les animés. C'est officiellement la première apparition. Ok. Il faut quand même remettre dans le contexte, c'est hyper impressionnant, mais ça date de 1992. Et du coup, toutes ces représentations-là, en 1992, en fait, il n'y en avait pas. Ça arrivait plus tard. Et du coup, c'est genre l'OG original, truc girl power, de genre personnage LGBT friendly qui est assez ouf. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que l'animé n'en fait pas un sujet. C'est-à-dire que normal. Ça parle pas de ça. C'est juste, en fait, c'est là, ça existe, et les personnages sont comme ça, et on n'en parle pas pour autant. C'est juste normal. Voilà, exactement. Et ça, pour 1992, c'est génial. 1992, est-ce que c'est pas la meilleure année ? Je crois que si. Pour eux... Elle est née en 92, elle est infecte. Je suis née en même temps que Sailor Moon, je suis désolée, mais c'est incroyable. Fallait que je le dise. Ça aussi. Pour revenir sur le fait que ça casse les codes, comme tu disais, c'est des nanas qui vont au front, et ça je trouve que c'est assez dingue parce que c'est pas pour l'époque juste des demoiselles en détresse qui ont besoin d'être sauvées.
c'est elle qui sauve. Ouais. Et surtout, ça montre une image hyper indépendante. Une femme forte, indépendante qui y va, quoi. C'est ça, et qui s'épanouit en étant femme forte, indépendante. Et ça, c'est assez cool. Et qui a besoin de personne. C'est ça. Je veux dire, elles ont pas un homme à côté qui sont là pour lui dire non mais attends, j'y vais pour toi. Non, en fait. Non. En fait, on a besoin de personne. Exactement. Et chose assez folle, c'est que pour cette époque-là, les mangas, ils étaient assez classés entre manga pour filles et manga pour garçons. Donc shoujo et shonen. Ouais. Et en fait, maintenant, plus ou moins officiellement, Sailor Moon est considéré comme un shonen, donc en fait, manga pour garçons. Ouais. Donc c'est terrible. Parce qu'il y a de la bagarre et tout. Oui, voilà. Et c'est encore hyper séparé de genre code féminin, code masculin pour les dessins animés pour enfants, mais en fait, c'est dans des telles proportions que c'est considéré maintenant comme un shonen. Et d'ailleurs, la créatrice, par rapport à ça, disait qu'elle voulait juste un truc mixte, en fait. Et ça aussi, je trouve, c'est cool. Et ouvert à tous, ouais. Absolument. Que ce soit pas juste rangé dans filles ou garçons, et que ce soit mélangé et que ce soit complètement ok. Et puis aussi, c'est pas parce que c'est des héroïnes, donc des femmes qui sont représentées, que forcément, c'est que pour les filles. Enfin, je veux dire, qu'on soit homme ou femme, on va pas regarder et lire que des choses où il y a notre sexe qui est représenté. Absolument. Après, c'est vrai que pour le coup, quand tu regardes les personnages, la jante masculine est hyper peu représentée. Clairement. Parce que même les méchants, souvent, c'est des femmes. Et donc, ça, c'est assez cool. Et c'est aussi pour ça que je dis OG Girl Power, c'est... En fait, je veux dire, c'est des femmes fortes qui combattent d'autres femmes fortes. Et en fait, à zéro moment, on a besoin des mecs. Et ça, pour l'époque, c'est quand même assez cool. Parce que c'est vrai que moi, je me souviens, à cet âge-là où j'ai commencé un petit peu à regarder les animés et tout ça, j'étais vraiment petite parce que je regardais ça à la télé. Mon grand frère regardait Dragon Ball Z. La même. Voilà. Et je me disais, putain, c'est hyper cool, genre ils sont méga badass et tout ça, mais enfin, voilà, c'était quasiment que des hommes. Et c'est vrai que j'étais hyper envieuse à cette époque-là, je me disais, mais... Enfin, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas le même genre de représentation ? Je me disais pas ça à l'époque, mais en tout cas, j'étais hyper envieuse. Et j'ai même, pendant une grande période de ma vie, été hyper garçon manqué, très... franchement, c'est vachement mieux d'être un mec. Et c'est aussi pour ça que, comme tu disais, en étant enfant, je me suis beaucoup identifiée à Sailor Moon. Parce que, en fait, t'as pas besoin d'être un mec pour être badass. Et puis t'avais envie d'être comme elle. Enfin, là, je suis en train de repenser à d'autres mangas qui passaient aussi à cette époque. Pardon, mais il y avait Princesse Sarah qui était très bien, mais qui était très triste et en mode très victimisée. Il y avait Jeanne et Serge en mode la coin-coin, viens, je vais vous voler parce que je suis amoureuse. Enfin, franchement, personnellement, je les aimais bien aussi, ces mangas et ces dessins animés-là, mais j'avais pas envie d'être comme elle, en fait. J'avais pas envie d'avoir leur vie. Alors, franchement, c'est leur mode, j'étais en mode, mais moi, je veux être comme elle, en fait. Exactement, c'est mon modèle. Ouais. Et d'ailleurs, il y a quand même un petit peu ce côté-là, de temps en temps, dans les épisodes, côté un peu fille amoureuse, avec des histoires de collégienne et tout ça, parce que c'est quand même une collégienne. C'est ce qu'elle est. Voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui est mis en avant, et surtout, c'est pas du tout ce qui l'a défini. Et c'est quand même assez cool. Parce que, oui, certes, ça fait partie de sa vie, mais en fait, ce qui, elle, l'anime et la fait vibrer, c'est d'être une fucking guerrière et de sauver la planète, quoi. Ouais, donc, et ça, pour un modèle, c'est cool. Carrément. Et puis aussi, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était l'aspect sororité. En fait, elles ont toutes des caractères très forts et très différents, et elles sont quand même toutes ensemble, et elles sont dans l'entraide et dans l'empathie et dans le « attends, mais toi t'es pas bien, mais attends, viens, je le fais, on s'en fout, je te porte, on y va ». Et en fait, ça rassure aussi dans un sens de te dire « allez, vas-y, en fait, ça peut exister, ouais, c'est dans ma télé, mais ça peut quand même exister, j'y crois, tu vois ». Ouais, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je retrouve parfois dans la vie, entre guillemets, et je me rends compte aussi que je cherche vachement ça dans mes amitiés, et surtout féminines, d'avoir cet aspect vraiment de solidarité entre nous, peu importe ce qu'on peut être, comment on peut être, etc., notre caractère. Juste, on accepte l'autre parce qu'on l'aime comme elle l'est, finalement, et on a envie d'être là pour elle et de pouvoir l'aider, etc. Ouais, c'est vrai. Et aussi, on se complète vachement. Comme les personnages de Sailor Moon, comme on disait, ils ont tous un peu une facette avec des points forts et des qualités qui font qu'elles sont indispensables au groupe. Et pour autant, elles ont aussi des côtés où elles ont des faiblesses. Et comme elles sont toutes très différentes,
ça s'emboîte parfaitement et elles sont toutes là sans arrêt pour s'entraider et c'est effectivement... je crois que c'est dont on rêve tous dans nos groupes d'amis. Bah c'est ça, et puis c'est très représentatif parce que je pense à Sailor Mars et Sailor Moon qui passent leur temps à se bouffer le bec, mais ça n'empêche pas qu'elles sont hyper soudées et elles s'aiment trop, quoi. Ouais. Donc c'est quand même possible de se dire, allez, même si parfois on a des accros et on s'entend pas, au final, si, ça peut le faire. C'est vrai. Mais après, il y a aussi le fait que je trouve que ça a cassé les codes parce que Usagi, enfin Bunny en français, est pas une bonne élève. Et même une très mauvaise élève. Elle se lève jamais à l'heure, elle fait rien en cours et tout. Et mine de rien, la meuf, elle sauve le monde, quoi. C'est ça. Elle mange tout le temps sa vie, c'est dormir, manger. Et puis se plaindre. Et le parallèle, c'est... pardon, mais je vais casser des gueules. C'est ça, exactement. L'alter ego le plus puissant, et pour autant, la go, elle est sans arrêt dans son lit en train de dire « Je suis fatiguée, j'ai faim !» J'en ai marre. Mais du coup, quand t'es enfant, c'est aussi hyper déculpabilisant, je trouve, d'avoir du coup ton modèle qui a son alter ego de « je peux casser des gueules et sauver la planète », et en même temps, j'ai ce côté-là qui fait que bah ouais, la vie, en fait, des fois, c'est chiant, et je suis fatiguée, et j'ai faim, et venez, on se plaint, on le dit. Et on a le droit. C'est ok, tu vois. Donc, carrément, c'est vrai que cette figure-là aussi, c'est important de le souligner, parce que dans tous les épisodes, enfin, tous les dessins animés de cette époque-là, c'est sans arrêt des bons élèves qui font des trucs cool, qui machin, enfin, genre personnage modèle, quoi. Et je pense que c'est aussi... pas la réalité, mais des modèles qu'on donne aux enfants pour qu'ils suivent cette ligne-là. Ouais, c'est un exemple. En fait, non. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous comme ça. En grande majorité. Non, c'est clair. Non. Ouais, et en parlant de casser les codes aussi, je reviens quand même sur les apparitions LGBTQ, parce que je trouve que c'est quand même une part aujourd'hui du manga qui est hyper mis en avant. À l'époque, on n'en parlait pas spécialement parce que ça a été très censuré. Ouais. Mais maintenant qu'on a accès à toutes les versions originales, etc., franchement, je trouve que c'est assez dingue parce que on a donc Sailor Uranus et Sailor Neptune qui sont en couple. Et en fait, leur apparence en civil, entre guillemets, Sailor Uranus, elle est un petit peu coupe... courte, habillée en elle porte des costards, voilà, et du coup apparence hyper androgyne et tout ça. Dans les premiers mangas, elle est genrée au féminin, même en civil. Et nous, notre version qu'on a eue donc à la télé, dans le dessin animé, oh mon dieu, on peut pas mettre deux femmes ensemble, elle est garçon manqué, venez, on la genre au masculin. Et du coup, coupé court, complètement, nous on a eu, quand on était petits, la version censurée de... Ouais, quand elle était en Sailor, elle était femme, et quand elle revenait à sa vie civile, elle était homme. C'est ça. Et moi, je sais que dans ma tête, quand j'étais petite, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, mais je comprends pas. Moi non plus, je trouvais ça très étrange. Délire, tu vois. Vraiment, je comprenais pas. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont, tu vois. Même la voix était hyper androgyne. Oui, il changeait sa voix aussi. Voilà. Donc y a rien qui allait. C'était très troublant. Alors que effectivement, dans la version originale, je le répète, elle est genrée au féminin et c'est totalement ok. Et c'est juste un couple de femmes et puis voilà. Et puis tu vois, c'est ce qui était dommage, c'est que désolé si vous entendez, il y a Batman qui est en train de boire parce que Batman fait partie de chaque épisode du podcast. Ouais. Donc Batman, c'est mon chien. Tout à l'heure, tu vois, tu disais que c'était un non-événement, cette homosexualité. Et en fait, je trouve que de l'avoir censuré, ça en a fait un événement. Absolument. Et c'est typiquement en France, quoi. Et même pire, tu sais quoi, parce que cette censure-là, c'est en France, mais pays voisins, etc. Mais aux États-Unis, c'est encore pire que ça. Ah ouais ? Oui, ils ont changé le scénario et ils ont dit, en gros, que Haruka et Michiru, donc les deux Sailors, elles étaient cousines. Ah. Donc, ça me choque. En fait, comme c'est pas un événement dans le manga, elles sont pas sans arrêt en train de s'embrasser. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, elles sont juste ensemble, mais ce n'est pas un événement. Et du coup, ils se sont dit, on va dire qu'elles sont cousines. Parce que, bon, elles sont proches, mais c'est normal, c'est la même famille. Ah ouais. Ouais, c'est allé jusque-là. La censure est allée jusque-là. C'est fort. Heureusement que ça a évolué. Absolument. Parce que je trouve ça quand même très dommage et je me dis, tout n'est pas beau et rose dans notre société aujourd'hui, mais au moins ça,
Les enfants, au moins, déjà, ils savent que c'est pas anormal, en fait, qu'un homme aime un homme, ou qu'une femme aime une femme, ou quelqu'un aime les deux. Et juste, Ça c'est devient, normalisé, oui. quoi. Bah, ça devient Petit à normalisé. Je dirais, ça l'est pas encore totalement. Mais c'est quand même pas au point de dire qu'ils sont cousins, quoi. Ouais, non, ça, franchement, c'est chaud. Et d'ailleurs, C'est très chaud. en parlant d'évolution, l'arc 5, le dernier de Sailor Moon, il a quand même été, je crois, fait après les années 2000, donc je crois 2003, il est dernier, le 3, je sais plus, 2003. 2003, je crois. Bref. Dans ces eaux-là, en tout Voilà. cas. C'était avant 2005, c'est sûr. C'était Ouais. entre 2000 et 2005, mais j'ai plus la date exacte. Voilà, donc quand même plus récent. Et il y a eu l'apparition des Sailor Starlight. Donc c'est un groupe de 3 hommes en civil, pour le coup, qui sont vraiment des hommes, ouais. des pop stars ultra canons et trop stylés, qui du coup sont des Sailor. Et quand il y a la transformation en Sailor, parce que vous savez bien le truc ultra iconique de Sailor Moon, Le pouvoir du prisme lunaire. Voilà, donc quand il y a la transformation, qu'elles sont sur un fond plein de paillettes et qu'il y a leurs jupes et tout qui apparaissent, incroyable. Et bah du coup, pendant la transformation des Sailor Starlight, il y a des formes de femmes qui apparaissent sur leur corps d'homme. Donc en fait, on est même sur un truc qui va au-delà de juste on est troublé parce qu'on sait pas si c'est un homme ou une femme. Là on est carrément sur des identités transgenres assumées. Carrément. Et ça pareil pour 2003. Ça fait plaisir. C'est incroyable. Ça fait très plaisir. Voilà, et c'est là que tu te dis incroyable. qu'à chaque fois ça a été précurseur, quoi. C'est hyper précurseur, absolument. Et d'ailleurs, pendant l'apparition de Sailor Uranus, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un petit bisou entre Sailor Uranus et Sailor Là, Sailor comme ça, Moon. je m'en souviens pas. La première fois qu'elles arrivent, donc Sailor Uranus et Sailor Neptune, elles arrivent et en fait, Uranus, elle fait un baiser volé à Sailor Moon, qui est hyper perturbée et très en mode oh mon dieu, mais je sais plus trop quoi penser, etc. Et il y a plein d'allées et venues de genre elle se voit en secret le soir et tout ça. Oui, ça y est, ok, je revois. Voilà. Ouais. Et donc du coup, cet événement-là, dans la vie de Sailor Moon, ça a fait un petit boom, parce qu'elle est quand même en couple avec l'homme masqué. Quand même. Voilà. Mais c'est vrai que ça lui a fait poser des questions. Absolument. Ouais. Elle était hyper confuse, et du coup, elle lui a demandé mais est-ce que t'es un homme ou une femme ? Et la réponse de Uranus, ça a juste été de dire est-ce que vraiment ça a de l'importance ? Ouais. Et c'est génial. Ça, pareil, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de Sailor Moon qui fricote... parce qu'il y en a du fricotage. Parce que quand même, ça parle un peu de ça. Non, je rigole, ça parle pas de ça, mais il y a des passages de temps en temps. Des moments. Bah, il y a aussi fricotage entre Sailor Moon et Sailor Fighter, donc Seiya, dans le dernier arc. Parce que Seiya, donc un des Sailor Fighter, tombe amoureux ou amoureuse de Sailor Moon, et pareil, il y a fricotage, et ça a été censuré dans nos versions. Bah ça, tu vois, du coup, moi je savais pas. Voilà, donc il n'y a pas de bisous, il n'y a rien, mais il y a une relation romantique qui s'installe entre les deux, avec des regards hyper tendres, des mains dans les cheveux, tu sais, des trucs où tu as une émotion qui naît et tu vois qu'il se passe quelque chose, alors qu'elle est toujours avec l'homme masqué. C'est moche. On juge pas, allez. Il s'est rien passé. Voilà. Mais par contre, oui, il y a une histoire romantique. Et pareil, donc entre Sailor Moon et un personnage transgenre. Donc ça aussi, assez cool. Et ce n'est pas un sujet. Juste, c'est là. C'est comme ça, quoi. Et voilà. Ouais, mais c'est ça qui est super bien. Mais du coup, en globalité, c'est quand même une œuvre qui a une représentation de la femme qui est... assez incroyable, et on peut clairement dire, je pense que c'est une œuvre féministe à fond. À fond, ouais. Et merci, parce que absolument parce qu'on n'en a pas beaucoup des... Enfin, en tout cas, à mes yeux, et que je connaisse, évidemment, mais on n'en a pas beaucoup des comme ça qui sont aussi complètes. Et qui touchent autant de points différents, finalement. Datant d'aussi loin. Oui, qui sont en tout cas, ça c'est de clair. cette époque. Et d'ailleurs... je voulais faire un petit parallèle parce que je sais que t'es hyper fan, mais Buffy contre les vampires. Dans le genre girl power, femme ultra badass, indépendante, guerrière de ouf, ça aussi c'est pas mal. Et pareil, une des premières représentations LGBTQ, parce que souvent les gens disent Buffy contre les vampires, c'est la première œuvre où il y a une apparition LGBTQ.
C'est faux. C'est faux, du coup, parce que ça a été en 1997, alors que Sailor Moon, c'était en 1992. Mais, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de qui était là le premier voilà, ou quoi, mais... parce qu'après Buffy, c'est vrai que c'est aussi... Bon, on va pas faire un épisode sur Buffy maintenant, mais il y en aura un, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est ma passion. Mais c'est vrai que Buffy, ça a été une série de grande écoute. Parce que c'était dans la trilogie du samedi, c'était sur M6, ça passait le samedi soir, pas très tard. Enfin, c'était vraiment un truc grand public, alors que Sailor Moon, c'était quand même ciblé enfant, que vrai. Buffy, c'était ciblé ado, adulte. Donc c'est aussi pour ça que la représentation a été mise plus en avant et plus en valeur, malheureusement, que Sailor Moon, parce que c'était ciblé enfant que Buffy adulte. D'ailleurs, ciblé enfant... Ça devrait pas, mais comme pour plein de dessins animés. C'est clair. Quand j'ai revu certaines scènes il n'y a pas si longtemps que ça, parce que moi aussi je me les refais régulièrement, parce que, après tout, pourquoi elles sont privées. Exactement. Les nombres de fois où les Sailors, elles meurent dans d'atroces souffrances, où il y a du sang, des gens décapités, des tragédies, où ils sont en train de pleurer leur grand mort parce que genre tout le monde est mort. Non, c'est je me dis, mais waouh, c'est hyper intense et tragique, et surtout c'est... je veux dire, très détaillé. C'est pas juste, il y a une bataille. Non, t'as les détails de la bataille. Ouais, carrément. Mais après, je pense que aussi maintenant on le voit comme ça parce qu'on le voit avec nos yeux d'adultes et on se rend compte de l'ampleur de ce que c'est, des émotions, du corps, etc. Alors que quand on est enfant, on fait peut-être pas autant attention à ça. Et parfois, c'est dans le manga, c'est un petit peu plus détaillé que dans l'animé. Oui, carrément. Voilà. Ouais, dans le manga, forcément, comme d'habitude, dans les livres, il y a toujours plus de détails que dans une représentation ciné, quoi. Et plus de têtes coupées. Oui, et de sang. Mais en tout cas, pour en revenir sur la représentation de la femme aussi, ce que j'ai apprécié, et ce qui est rare d'ailleurs dans les mangas, c'est que Sailor Moon et les autres Sailor sont peu, voire pas sexualisés. C'est clair. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que, surtout dans les mangas et dans la culture japonaise, souvent les représentations féminines dans les mangas sont toujours un peu les mêmes, c'est des grandes, très minces, avec des gros seins. Des très gros seins. Des très gros seins. Elles ont toujours des trucs très courts, on voit un bout de leurs fesses, un bout de leur culotte, etc. Que dans Sailor Moon, mine de rien, on le retrouve pas, ou très peu en tout cas. La seule chose qu'on peut noter là-dessus, c'est que certes, elles sont en uniforme assez court, avec des jupes, et on voit des culottes. Mais par contre, pareil, c'est pas le sujet. Genre, quand il y a des combats, elles se terminent pas à moitié à poil parce que leurs vêtements ont été déchirés. Elles ont pas des seins gigantesques à prendre des poses lascives pendant les combats, etc. Il y a pas de gros plans sur les fesses, enfin bref. Donc c'est vrai que effectivement, c'est une figure de femme indépendante, forte et épanouie, qui n'est pas sexualisée. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'elles sont toutes pareilles physiquement parlant, elles sont toutes grandes et minces. C'est vrai. Il y a très peu de diversité de corps, mine de rien. Même dans les hommes, même les méchantes, les Sailor, les autres, ils sont tous représentés avec le même genre de corps finalement. Absolument. Il y en a pas une qui a effectivement des plus gros seins, d'autres des plus petits, des plus grandes hanches, un peu de gras aussi. C'est à peine perceptible, mais tu vois, par exemple, pour les avoir relus il y a pas si longtemps que ça, je m'étais aussi fait la remarque. À un moment, c'est leur Vénus qui est vraiment la petite... C'est le mannequin, là. Vraiment la meuf, la hit girl, quoi. Il y a un moment donné... Et il y a un moment donné, ça parle de kilos en trop et de faut que je fasse un régime, etc. C'est pas un moment où elles sont à la plage, où elles parlent de ça. Là, j'ai une image qui me revient, au genre, c'est dans les premiers tomes où elles sont à la plage, elles sont en mode, oh mais regarde, genre... alors qu'elles sont dessinées en mode perfection mannequin. T'as rien sur toi. Mais bref, ça je pense que de 1, ça vient de l'époque, ça c'est clair et net, et puis de 2, je pense que c'est aussi le Japon qui est vachement comme ça, encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est hyper uniformisé, il faut que tout le monde ait le même corps dans les représentations... un mannequin et tout ça, c'est pas comme chez nous où on a de la chance de plus en plus d'avoir des représentations différentes. Mais oui, je suis d'accord. Ça, c'est, je dirais, ce qui manque pour en faire une œuvre incroyable. Mais après, c'est aussi, comme tu dis, très japonais, parce qu'il y a aussi très peu de représentation de personnes de couleur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Même eux, qui sont asiatiques, leurs yeux sont très rarement représentés de façon bridée, mine de rien.
c'est aussi très Après, ça, occidentalisé. c'est juste le manga. Mais les mangas sont comme ça, finalement. Mais Par effectivement, contre, ça manque de diversité culturelle, on va dire. On a une légère diversité avec Sailor Pluton qui a une peau extrêmement mate, voire noire. Oui. Et d'ailleurs, dans certaines versions, elle a été whitewashée. C'est vrai. Il y a des versions où Sailor Pluton, elle a une peau presque blanche. Alors que c'est la seule, effectivement, comme tu dis, à avoir une peau plus mate, quoi. Exactement. Plus mate, vraiment très foncée dans certaines versions. D'ailleurs, c'est dommage parce qu'on n'a vraiment aucune info sur quelconque origine de quelconque personnage, mais c'est quand même à noter qu'il y a une légère pigmentation. Voilà, mais oui, qui a été pareil, whitewashé dans des versions plus récentes, je crois dans des animés. Okay. Si je dis pas de bêtises, les dernières versions remasterisées des animés, je crois. C'est moche. C'est, On peut rajouter un autre point aussi, bon... Bah de toute façon, il n'y a jamais rien qui non, sera mais jamais ça peut parfait. Pas être parfait, et surtout datant de cette époque, et puis bah là, on en parle avec nos yeux et nos avis à nous, mais pour d'autres personnes, ça, c'est pas un problème, et d'autres peuvent en être. Absolument. Donc voilà, encore une fois, c'est avec nos mots, notre vision, et ce qu'on aime aussi, donc voilà. Mais en tout cas... Aujourd'hui, moi, je me pose la question de est-ce que je retrouve un dessin animé qui a autant de représentation et autant d'impact féministe et de diversité et de tout ce qu'on a pu citer jusque maintenant? En dessin animé, franchement, je peux laisser un blanc, je ne sais pas. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que en tant qu'adulte aujourd'hui, je suis peut-être moins attentive à tous les dessins animés qui sont maintenant pour les enfants. Donc du coup, je n'ai pas vraiment d'exemple à donner. Mais je trouve que du coup, oui, c'est un peu pauvre. On a peut-être à la limite les Disney, où tu as de plus en plus de princesses Disney, entre guillemets, qui sont pas vraiment des princesses et qui aussi sont badass, etc. Et où il n'y a pas de prince dans l'équation, etc. Genre, ou alors c'est la très Reine des Neiges. secondaire. Ouais. J'ai tellement aimé ça pour la Reine des Neiges. Ouais. Mais il y a aussi Rebelle, Vaiana, il y a plein de nouvelles représentations maintenant, mais après, tu vois, ça me fait poser une question. C'est que, est-ce que on n'était pas trop jeune pour voir ce genre de choses aussi? Parce que franchement, aujourd'hui, quand je vois des enfants de 5, 6, 7 ans, donc l'âge où nous, on a connu Sailor Moon, je prends l'exemple de mes nièces, enfin franchement, ce qu'elles regardent, c'est en mode pas de patrouille, quoi. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on n'était pas aussi trop jeune pour regarder ce genre de choses? Mais c'est ce que je te disais, je trouve que c'est hyper violent pour être un dessin animé pour enfants. Mais du coup, est-ce que c'est pas genre uniformisé en disant non, ça... Ah oui, peut-être on est allé un peu too much là. Peut-être les gamins des 90, bon... Ils ont été élevés dans la violence un peu. Et ça a fait ce que ça a fait. Et voilà, on est là. Voilà, on est là. Non, mais effectivement, je pense que de 1, c'était pas tout à fait pour les enfants, et nous on regardait ça parce qu'en fait, comme c'est étiqueté manga, c'est pour les enfants, et du coup ça passe à la télé aux heures des enfants. Voilà. C'est un dessin animé, alors on va leur mettre les petites Sailor en jupe qui battent les grands méchants, et puis ils vont être contents. Alors qu'en fait, elles ont les ongles qui brillent, alors tout va bien. Alors voilà, et puis elles ont un sceptre avec des petites paillettes qui sortent, donc du coup ça marche bien. Alors que non, il y a des têtes qui tombent, littéralement. Carrément. Et littéralement, ce n'est pas une expression. Oui, vraiment. Elles tombent comme un ballon. Voilà. Mais oui, c'est pauvre, je dirais. Pour les enfants, en tout cas, du coup, c'est vrai que... N'étant pas assez renseignée, je m'avancerai pas, mais je trouve que par rapport à ce que nous, on a eu dans notre jeunesse, c'est très pauvre pour les enfants. Et du coup, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur Sailor Moon. Du coup, j'ai juste une dernière question pour toi. Une question surprise parce que je te l'ai pas préparée. Ok. Dans tout le groupe, c'est qui ta Sailor préférée et pourquoi? Oh mon dieu. Alors, de cœur, vraiment ma préférée de cœur, c'est Chibi-Yusa, donc la fille de la Sailor du futur. Tout simplement parce que son histoire, elle m'a touchée, et je crois que je me suis aussi identifiée. C'est une enfant qui a été hyper délaissée par ses parents parce qu'ils étaient tellement amoureux qu'ils juraient que l'un par l'autre, et elle, c'était une princesse qui s'intégrait pas à l'école parce que c'était une princesse. Elle était sans arrêt face à ses parents qui avaient tellement d'amour l'un pour l'autre qu'elle était toute seule. Quand elle est arrivée dans le présent pour demander de l'aide parce que le monde du futur est en danger, elle était sans arrêt face à des gens qui la comprenaient pas, qui la jugeaient, elle se sentait pas à sa place, elle avait l'impression d'être inutile.
Elle était sans arrêt en train de se dire mon Dieu, mais je serai jamais assez. Et je serai jamais assez ci, assez ça pour être reconnue en tant que telle. Et ça m'a tellement touchée que je me suis dit, ce personnage, il est incroyable parce qu'il est beaucoup de vérité. Et je trouve que c'est un des personnages qui a été le plus développé dans cet aspect-là. Donc ça restera toujours Chibi Yusa pour moi. Et Sailor Uranus parce que méga crush. Elle a juste une énorme épée dague fantastique et c'est sa relation avec tous les membres du groupe est incroyable. Elle est hyper protectrice. C'est une des plus badass qui va direct dans le tas. Enfin, elle a un caractère incroyable. Elle est extrêmement combative. Exactement. Et du coup, ouais, je crois que ça, c'est juste mon crush. Mais préféré, ça restera Chibi Yusa. Super. Maintenant, je veux savoir, toi. Moi, je pense que j'arriverai pas à faire aussi détaillé, mais clairement, ça a toujours été Sailor Jupiter. Mais pour plein de raisons plus ou moins profondes. Mais déjà, c'était celle physiquement où je me représentais le plus. Elle avait des longs cheveux bruns, toujours avec une petite couette. Jupiter, c'est la planète du Sagittaire et je suis Sagittaire. Enfin, tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Et genre, je me souviens que quand j'étais petite, ma sœur m'avait fait en carton le bâton enfin le stylo bâton, tu sais, que Sailor Jupiter a. T'avais un mini sceptre. Et j'avais un mini sceptre et genre j'étais là, allez, pouvoir de Jupiter. Et déjà, donc c'est un gros souvenir pour moi. Et en fait, c'est un personnage que j'adore parce que elle est pleine de nuances. Ouais, c'est vrai. Elle a un caractère. Mais franchement, elle peut avoir un caractère, désolée, mais de merde, quoi. Enfin, elle a un très fort caractère, c'est-à-dire que je trouve qu'elle est très ancrée dans tout ce qu'elle dit, dans tout ce qu'elle fait. Elle a ouais, quelque chose de très fort. Elle est très franche, elle dit vite les choses et fort. Et à côté de ça, c'est vraiment un joli cœur. Il y a un mec qui passe à côté, elle est en mode... c'est la pire. C'est la pire. Et en fait, j'adore ça parce que elle m'a fait me rendre compte que l'amour pouvait être très dangereux aussi. Ouais. C'est une belle leçon de vie, ça. Ouais, donc c'est un peu triste aussi, mais c'est un personnage qui, du coup, tombe amoureuse du moindre mec à chaque coin de rue, et ça a été sa faiblesse, enfin, c'est vraiment son talon d'Achille là-dessus, et dans sa vie civile, on va dire. Mais c'est vraiment quelque chose qui, parfois, l'a éloignée du chemin, ou l'a éloignée de ses amis, ou de ce qu'elle est elle-même. Et quand je voyais ça, quand j'étais plus petite, ou même plus jeune, je me disais, tu vois... faut faire attention en fait, enfin faut vraiment rester avec toi-même parce que c'est avec toi-même que ça ira bien. Avant de tomber sous le charme avec les fleurs et les chocolats, parce qu'en fait ça veut rien dire. Donc pour moi ça a toujours été Sailor Jupiter, je l'adore, et Pluton je l'adore aussi, mais parce que c'est violet. C'est vrai. Absolument. Et c'est débile, mais après, c'est ça. Dans ce cas-là, Saturne, c'est encore plus violet. C'est vrai. Encore plus violet. Et Saturne, je veux dire, je pourrais quand même un peu la compter dans mes préférés parce que elle aussi, son histoire, elle est horrible. C'est le personnage qui a de la dépression chronique. Ça aussi, c'est quand même dingue d'en parler ouvertement à cette époque-là. Et Jupiter, d'ailleurs, je reviens dessus, mais elle a pas de parents. Enfin, on sait pas qui c'est, quoi. C'est vrai. Et puis elle arrive de nulle part. Ah oui, c'est ça aussi que j'adorais, c'est qu'elle était méga indépendante. Et c'est celle qui cuisine aussi. Oui, absolument. Qui est méga sportive et qui cuisine sportive, comme Jaja. Donc je ne suis pas sportive, donc ça, vraiment, c'était pas moi. Mais du coup, elle avait aussi vachement ce truc de je cuisine pour tout le monde et c'est moi qui nourris la famille, quoi. Oh, tu nourris la famille ? Parfois je fais à manger, quand même. Oh là là, et tu fais vachement bien manger. Merci. En tout cas, j'espère que si vous connaissez Sailor Moon, on a pu vous apporter plein d'éléments. Et puis même... Et si vous ne connaissez pas, j'espère qu'on vous a donné la curiosité d'aller y jeter un œil, ou deux. Ou trois. Ou plusieurs. Allez-y. Il y a du coup des mangas, des séries, des films. Il y a eu dernièrement le dernier arc qui est sorti, très sur Netflix en plus. Oui, absolument. Donc, franchement, c'est accessible. C'est très très accessible. Mais lisez les mangas par pitié, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Toujours. Les œuvres originales. Le best. Surtout que la dernière version éditée, il y a des paillettes sur la couverture. Rien que pour ça, allez-y. Voilà, je dis ça, je dis rien.
En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me faire un petit mot en commentaire sur YouTube ou directement sur Instagram. Je serais super contente de voir si c'est une œuvre que vous connaissez, que vous aimez ou si ça vous a donné envie de la connaître. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles et venir vous abonner sur notre Instagram. À bientôt!